Bonjour, aujourd'hui on va parler de comics. Les comics ont toujours été sujet de controverses politiques et sociales et ont été de nombreuses fois sujets à des scandales. Aujourd'hui, avec la vidéaste, que dis-je, le phénomène de société, l'incroyable, la star internationale Eloni, nous allons parler de ce phénomène. Bonjour. Mais les gens savent que t'es pas sympa en vrai. Non, ils savent pas. Okay. Ils savent pas du tout, ils savent rien de moi en fait. Que ce soit de la mise en place du Comics Code Authority jusqu'à l'interdiction complète de certains comics books, on revient sur l'histoire de la censure dans les bandes dessinées américaines. Et tout ça, hein, encore une fois, ça se passe dans ce comic générique en fait. Nous sommes au début des années 50. La jeunesse intrépide bouscule la loi par leurs gestes de délinquance. En cause, la violence proposée dans les comic books, que ce soit de la violence gratuite ou de l'horreur pour les jeunes en manque d'aventure. Les bandes dessinées américaines encouragent nos magnifiques têtes blondes à délaisser les chemins de l'école pour commettre des crimes. Pour contrer tout ça, notre belle Amérique a décidé de mettre en place le Comics Code Authority. Bon alors comment on a pu en arriver là? Stigmatiser autant les comics au point de carrément les censurer. On va rembobiner un peu dans le temps. C'est dans les années 30 que commencera le début de la stigmatisation des comics, disant que ces bandes dessinées rendent débiles nos enfants, nuisant sur leur intellect. À tel point que dans les années 1940, on va assister à des bûchers publics de bandes dessinées en pleine rue, des groupes de jeunes dévalisant tous les exemplaires de comics de leur ville afin de les incendier. Donc c'est un peu le début du bordel, même des journalistes écrivaient des articles pour bien défoncer comme il faut les comics. Certains papiers parlent de la mauvaise qualité de ces bandes dessinées américaines, violente, mal dessinée et pleine de sexe. En fait c'est simple, pour vous faire une idée, regardez juste cet extrait tiré d'une émission de Laurent Ruquier. Alors vous voyez, ce vilain monsieur pas très beau, c'est mon oncle. Non je déconne, c'est Eric Zemmour. On est sur le plateau d'On n'est pas couché, on va avoir droit à un affrontement entre lui et Dorothée, une animatrice légendaire qui est pour beaucoup dans l'importation des animés, donc des dessins animés japonais, en France. Le club Dorothée avait fait beaucoup de polémiques car il est à l'origine de l'importation tout simplement des animés japonais en proposant des shows comme par exemple Nicky Larson ou bien Ken le Survivant. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Retour sur On n'est pas couché, dans cette émission, toujours face à Dorothée, Eric Zemmour va juste étaler sa haine et sa non-objectivité avec des arguments complètement à côté de la plaque. Des arguments que j'aurais beaucoup aimé vous montrer via des extraits de l'émission, mais malheureusement France Télévisions m'a tapé sur les doigts, hein, attention, parce qu'en fait la vidéo que vous regardez est un re-upload. Ce qu'il faut savoir, c'est que France Télévisions a tout simplement supprimé ma vidéo, a bloqué ma vidéo parce que j'utilisais cet extrait d'Eric Zemmour face à Dorothée. Mais ce qu'a dit du coup Eric Zemmour, et on va utiliser des PNG pour pas se faire strike par France Télévisions parce que sinon ils vont pas être contents, c'est que tout simplement les mangas c'était que ça, de la violence, 3 mots de vocabulaire, que Dorothée avait apporté quelque chose qui était une merde infâme, hein, pour reprendre ses mots absolus, il a vraiment dit ça, et que pour en finir, les mangas c'était que de la violence et de la bêtise. Bah vous voyez, ça, c'est à quelques détails près les arguments des personnes anti-comics en fait. Et du coup tout ça, ça a amené à une réaction. Réaction qu'on retrouve en 1948 avec la création de On s'accroche, l'association des éditeurs de magazines de bande dessinée, qu'on va appeler l'ACMP, qui apparaît dans le but de caresser dans le sens du poil les lecteurs et les critiques qui sont contre la bande dessinée afin de freiner la critique qui gagne du terrain telle une gangrène. L'ACMP met donc en place un code de morale à respecter dans les comics, histoire de pas froisser l'oncle relou qui se tient au bout de la table au repas de Noël. Dans ce code on retrouve pas mal d'interdits comme par exemple les scènes de torture sadique, le ridicule ou encore le langage grossier. Malheureusement pour la CMP, c'est un échec cuisant avec un grand manque de participation. Sur 34 éditeurs, seuls 12 y participent, ce n'est même pas assez pour faire une équipe de foot avec ses 3 remplaçants. La critique continue donc de gangréner l'opinion publique. Je vous présente Frédéric Wertham, qui pop avec un livre fabuleux, incroyable, iconique, comparable à la Bible. Bah non, c'est toujours faux. Il pop avec un rabassis de merde, un livre nommé Seduction of the Innocent, avec ma best accent in English. Ce psychiatre a beaucoup travaillé sur la maladie mentale chez l'enfant et ses causes. Il va donc de ce fait devenir l'un des principaux antagonistes dans la lutte anti-comique. Seduction of the Innocent est donc ce qui va lancer à toute vitesse le débat sur les comics et de leur implication dans la délinquance juvénile, car il a connu un énorme succès à l'époque et a été pris très au sérieux. Ce livre dénonce la violence, l'utilisation positive, soi-disant, hein, de la drogue, du sexe et du crime. Et quand Eloni nous dit que ce livre c'est de la merde, c'est pas pour la gratuité de la chose. Ce livre est tout simplement un gros tas de merde. Les comics pervertiraient l'esprit de nos jeunes et les pousseraient à devenir homosexuels. Parce qu'on le sait, l'homosexualité c'est un choix, et il nous explique que la relation entre Batman et Robin est un sous-texte d'une relation homosexuelle, et que Wonder Woman est en réalité lesbienne car c'est une femme forte. Ah.
Bon, évidemment, hein, maintenant tout ça nous fait bien rire tellement c'est absurde, mais il faut savoir que c'était très grave à l'époque, car l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, comme une déviance, comme une perversion sexuelle. Donc c'est très grave. Donc bref, vous avez compris, ce livre-là a été un pavé dans la mare et a lancé un énorme débat dans la société par rapport à la mauvaise influence des comics sur les jeunes. Et du coup, les comics seront tout simplement jugés au tribunal. Pendant 2 jours, le 21 et 22 avril 1954, ont défilé au tribunal des personnes venant cracher allègrement sur les comics. Et ceci débouchera sur la mise en place de la Comics Code Authority. Dans ce jugement, on va retrouver un Gugus très important, j'ai nommé William Gaines et son entreprise Entertainment Comics. Gaines était à l'époque l'un des personnages les plus influents en termes de création de bande dessinée, étant notamment à l'origine de la création du Mad Magazine en 1952, mais également à la création de la série d'horreur Tales from the Crypt en 1950, qui était justement éditée par sa maison d'édition Entertainment Comics, et qui se verra en 1989 adaptée en série reprenant le même concept et en rencontrant un immense succès. Gaines va donc intervenir dans le procès qui engendrera le Comics Code Authority. Bon alors maintenant une question se pose, qu'est-ce que la Comics Code Authority ? Mais oui Tobias, qu'est-ce que c'est ? Mais ça tombe bien que tu me poses cette question, viewer curieux. Alors la Comics Code Authority est une organisation qui a pour but de ni plus ni moins censurer les comics. Tout simplement ça reprend un peu l'idée de l'ACMP dont on a pu parler en début de vidéo, mais sauf que là ça sera beaucoup, mais alors beaucoup plus vénère. En gros la CCA, donc la Comics Code Authority, n'approuvera pas les comics contenant des scènes violentes explicites, des langages vulgaires, des scènes un peu hautes, donc qui montrent des décolletés et tout ce qui a un rapport un peu avec le sexe. Tout ça c'est mort. Mais genre, vraiment, et pour avoir la cerise sur le gâteau, évidemment, hein, l'homosexualité, elle aussi, sera interdite dans les comics. Les policiers et forces de l'ordre en général n'ont pas le droit d'être tournés au ridicule, les cigarettes et tout ce qui est alcool sont aussi interdits. Autant dire que tout ce qui est comics d'horreur, c'est mort. Ceux-ci ne peuvent plus tout simplement exister, car il est interdit de mettre dans les comics des zombies, des vampires, et même des loups-garous. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible de mettre une telle restriction sur les comics? Si un auteur veut mettre quelque chose dans son comics, il peut le faire, ça paraît absurde. En soi oui ils peuvent le faire, hein, mais malheureusement s'ils le font, ils n'auront pas le petit sceau d'approbation du Comics Code Authority sur leur cover. Et comme on l'a vu plus tôt, on est dans une période où il y a énormément de préjugés sur les comics et sur l'influence qu'ils peuvent avoir sur les enfants. Et tout ça, ça touche énormément les ventes, et c'est pour ça que la majorité des distributeurs n'accepteront pas de vendre un comics sans le sceau d'approbation du Comics Code Authority. Donc si tu veux que ton comics soit vendu, il te faut l'approbation du Comics Code Authority. Donc ouais, ça touche carrément tout le marché du comic book. Dans cette même période, le Sénat américain et le Code ont eu raison de l'industrie de la bande dessinée. Car tout simplement, c'est mal vu maintenant d'être dessinateur de comic book au même titre que d'être pornographe. Sous Brassens. Vous vous doutez du coup que tout ça a lourdement impacté les ventes de BD qui ont chuté en 2 ans de, attention mesdames et messieurs, roulement de tambour, 85%. Ça fait beaucoup là, non? C'est bien la merde et la question que vous devez vous poser c'est comment, mais alors comment on a pu se sortir de cette situation parce qu'aujourd'hui tout ça paraît clairement absurde. Eh bien on va y répondre dans quelques minutes mais on va d'abord faire un petit tour de notre magnifique pays, la France. Capitale du vin, du fromage, du tourisme, de la pétanque, connue pour sa magnifique culture artistique notamment avec la littérature, Maupassant, Victor Hugo, Voltaire, Jules. Notre magnifique pays a été aussi touché par la censure à l'époque, et là aussi, c'est bien chaud. Je vais vous parler de Lug, créé pendant l'après-guerre. Lug est une maison d'édition française qui de base publiait des BD françaises et italiennes en noir et blanc, mais qui très vite se mettra à éditer Marvel en France, et ce, au milieu des années 60. Mais sauf que tout ça ne se passera pas comme prévu, et ça c'est à cause d'une loi qui date du 16 juillet 1949. La loi de 1949 porte sur les publications destinées à la jeunesse, et attention, on rentre dans une petite parenthèse juridique. J'adore le droit. Cette loi est donc composée de 16 articles. La loi a été promulguée en 1949 avant d'être modifiée par une loi du 1er décembre 1954 et ensuite allégée par la loi du 17 mai 2011 qui est toujours en vigueur à l'heure où on tourne. Dans cette loi, on va retrouver un bon nombre de restrictions et de règles. Dans l'article 1er de la loi, on retrouve les critères que doit respecter l'éditeur afin de pouvoir publier son œuvre à un public mineur. Dans l'article 2, on retrouve la liste de toutes les règles à suivre qui ont été mises à jour en 2011. On y retrouve ainsi l'interdiction de scènes à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter à la discrimination, voire à la haine, contre une personne ou un groupe de personnes, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tout acte qualifié de crime ou de délit ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou
ou la jeunesse. Et dans la suite des articles, on apprend que les personnes ne respectant pas ces règles sont passibles d'une amende de 3750 €. Voilà, c'était la parenthèse droit, abonnez-vous. Et les premiers coups de censure en France retentiront. On va prendre l'exemple des 4 Fantastiques que la commission jugera tout simplement néfaste à la sensibilité juvénile et tout ça pour plein de raisons parce que selon eux, ça serait de la science-fiction terrifiante et attention, aux récits angoissants assortis à des dessins et couleurs terrifiantes. C'est alors ainsi que Lug dira au revoir aux Fantastiques, mais sauf que la maison d'édition va essayer de contourner les censeurs, que ce soit par l'autocensure, donc en modifiant des dessins pour qu'ils soient plus acceptables aux yeux de la commission, en enlevant les onomatopées violentes et raccourcissant les scènes d'action. Et c'est au début des années 70 que Lug décide de sortir des histoires Marvel en noir et blanc et avec des couleurs non connotées à la violence. Mais là encore, ça passe toujours pas. Et après examination par la justice française, le magazine Marvel sera tout simplement interdit en France pour les mineurs, obligeant Lug à arrêter le magazine Marvel. Et encore, ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais heureusement, au fur et à mesure du temps, la commission finira par se cacher et deviendra totalement inexistante, ne faisant plus tomber aucune sanction depuis des années. Voilà, ça c'était pour la partie française, mais pour retourner aux US, la Comics Code Authority connaîtra elle aussi une fin. Et le début de la fin commencera en 1971 quand rentrera en scène la fabuleuse maison des idées, j'ai nommé Marvel, et une nouvelle génération de maisons d'édition qui contribueront à la chute du Comics Code Authority qu'on nommera CCA car j'ai vraiment la flemme de dire 3 millions de fois le même mot. Donc Stan Lee sera approché par le département de la santé américaine qui demandera à Marvel de publier une histoire contre les méfaits de la drogue pour sensibiliser la jeunesse. Marvel accepte la proposition et réalisera une histoire dans laquelle Spider-Man fera référence plusieurs fois à la drogue. Harry Osborn en sera dépendant et finira même par faire une overdose. La drogue dans ce comics est très clairement montrée d'un œil négatif pour justement dissuader la jeunesse d'en consommer. Sauf que couille dans le pâté, le CCA n'accepte aucune référence à la drogue, et ce même si c'est péjoratif. Stan Lee et Marvel desserrent alors sa ceinture et posera ses énormes balls sur la table en n'ayant tout simplement rien à foutre du Comics Code Authority et en publiant en mai 1971 le Amazing Spider-Man volume 96 dans laquelle cette histoire, qui sera appelée Green Goblin Reborn, sortira une histoire qui s'étendra du volume 96 au 98, les volumes 96 et 97 ne contenant pas le sceau d'approbation du Comics Code Authority. Résultat, le récit est acclamé par la critique, décrédibilisant au passage le CCA pour sa sévérité. Et ça sera le premier bolossage d'une lignée de la part de Marvel pour le CCA, car plus tard Marvel recommencera à les défier avec la première apparition de Morbius. Mais sauf que tout simplement, le CCA ça les a gavés. Et au final le Comics Code Authority assouplira ses règles et acceptera l'apparition de monstres dans les comics comme les zombies, les vampires et les loups-garous, mais à la seule condition qu'ils soient traités comme ils ont été traités dans des romans de la littérature classique comme par exemple Frankenstein, Dracula, etc. Et en plus de ça, le Comics Code Authority acceptera aussi qu'on puisse parler ou même montrer ou faire des références à la drogue, à condition bien sûr que tout ça soit montré d'un œil négatif. Donc plus tard, plusieurs éditeurs vont commencer à utiliser cette thématique-là, ce qui est déjà un énorme pas vers la liberté quand on voit d'où on part. Mais sauf que ça va pas s'arrêter là, et quand je dis on, je parle surtout de Marvel, qui dans les années 70 va essayer de caler un petit pont au Comics Code Authority en mettant des zombies dans ses BD, sachant que s'il y en a, ils doivent être traités comme ça a été le cas dans des classiques de la littérature. Mais alors du coup, comment ils ont contourné l'interdiction? Bah tout simplement en appelant les zombies les UVMBs quoi. Donc la crédibilité et l'influence du Comics Code Authority est de moins en moins respectée, que ce soit à cause de ce genre de choses, ou même de nouvelles méthodes de distribution. Donc le code continuera à s'assouplir et plus tard l'homosexualité rejoindra les groupes comme la religion, etc. dont il ne faut pas mal parler. Alors qu'à la base, on rappelle que quand même, c'était considéré comme une perversion, une maladie. Mais même avec ces assouplissements, d'année en année, le Comics Code Authority perdra tout simplement de l'influence. La vente de comics s'étendant à plus loin que les comic shops et de nouvelles maisons d'édition comme Dark Horse Comics apparaissant. Mais c'est début 2000 que le code perdra vraiment sa crédibilité et son importance. En 2011, c'est la fin du Comic Code Authority puisque DC Comics et Archie se retirent de celui-ci. Ce qui fera qu'au final, le code n'aura plus assez de fonds nécessaires pour continuer d'exister. Néanmoins, en septembre 2011, environ 7 mois après, le code sera racheté et repris par le Comic Book Legal Defense Fund, une association qui lutte justement pour la liberté et le droit dans les comics. On sait donc que personne ne reprendra le Comic Code Authority et qu'on en a définitivement fini avec cette histoire, et ce pour le bien de l'humanité.
Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Chromique, j'espère qu'il vous aura plu. Si le sujet de la censure dans les comics aux US vous intéresse et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, je peux que vous conseiller d'aller lire l'article du Comics Book Legal Defense Fund qui retrace un peu un historique de tout ça et qui nous a quand même pas mal aidé pendant l'écriture de cette vidéo, même si bien évidemment on a pris des sources d'un peu partout. Merci encore infiniment à Eloni pour sa participation, c'est toujours un plaisir de travailler avec des personnes de qualité et qui sont également nos amis. J'espère que d'ailleurs ce plaisir là s'est fait ressentir dans cette vidéo. Et si jamais vous aimez l'univers pop culture dont Marvel, Harry Potter, etc., je peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube qui en vaut très clairement le détour, c'est de la qualité, ça fait plaisir, ça régale, on y va quoi, c'est en description quoi. Vous pouvez également retrouver tous ces réseaux dans cette même description et quant à vous, si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, bah vous pouvez me le notifier par exemple en vous abonnant, voilà, ça fait plaisir bien sûr, en mettant un petit pouce bleu, voilà, c'est quoi dans une vie un pouce bleu, un petit commentaire, enfin bref, ça régale. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques et d'ici là, lisez des comics. Ciao. Bisous.